Je veux bien, étant donné que c'est une maladie fatale, dont on ne réchappe pas, je veux bien me soigner pour autant que j'en ai une certaine qualité de vie. Je veux pas être une victime collatérale de la médecine. Et comme je disais à mon médecin, je ne veux pas mourir guérie. Je veux bien vivre, mais je ne veux pas de n'importe quelle vie. Voilà. Je veux une qualité de la vie. Et si je ne l'ai pas, je préfère mourir. Michel est ma grande sœur. Depuis l'enfance, nous sommes très proches. Elle est malade depuis 10 ans, mais sa maladie flambe à nouveau. En février, nous avons fait un voyage en Italie et plusieurs fois, en avril et en mai, nous nous sommes dit adieu. Le 28 mai, je reçois un mail de Michel adressé à ses frères et sœurs. Je vous écris car je n'ai pas envie de téléphoner. Mon état de santé s'aggrave très vite, d'après les médecins. Après une nuit de réflexion, je n'ai pu me résoudre à reprendre les traitements. L'angoisse de me traiter pour rien est bien supérieure à ma peur de la mort. J'espère vous revoir avant de quitter cette vie, mais sachez que je vous aime tendrement et que cet amour fraternel est sans doute ce qui a structuré le plus profondément et secrètement ma vie. Je me précipite à Lyon. Michel vit seule. Elle va mourir. Ma place est auprès d'elle. Je la trouve fatiguée, mais résolue. Elle ne mange plus. Elle a des crises violentes, mais contre toute attente, ma présence la requinque. Une question obsède Michel. Elle, la professeure d'université, spécialiste des relations humaines à l'hôpital, voudrait témoigner de ce qu'elle a appris tout au long de sa maladie. Alors, pour tromper notre angoisse, nous décidons de faire un film. Je me procure du matériel et nous voici en train de commencer à filmer notre premier entretien. Ça y est ? Oui. Ouais, j'ai envie de démarrer sur le stade terminal. Voilà, je suis au stade terminal d'une méchante maladie qui s'appelle myélome. Et finalement, je vis. Je vis toujours. Je suis chez moi. Je suis avec mon frère. J'ai mes amis qui passent. Quand le néphrologue me dit quelques jours, c'est vrai que ça fait un choc. Que j'ai pas trop cru parce que j'ai pensé aussi qu'il voulait m'impressionner. Mais c'est vrai aussi que ça peut être quelques jours. Au point où j'en suis. Mais le sentiment en même temps qu'il y a des choses à faire, il y a des choses à vivre à chaque instant. Au début de ma maladie, quand j'ai commencé à être soignée, que j'ai demandé à partir dans les Alpes, je voulais vraiment, à cette époque-là, mettre fin à mes jours. J'étais vraiment désespérée. Quand je suis arrivée à Pracoutan, avec le Mont Blanc devant moi, devant ma fenêtre, je me suis dit, mais non, moi, ça, je vais vivre ça, quoi. Je vais vivre ça, je vais vivre ce Mont Blanc tous les matins. Puis après, j'ai redécouvert de pouvoir marcher. Puis après, toute la famille est venue. Puis j'ai vu là-bas, je crois que ça m'a beaucoup marqué, j'ai vu des gens qui étaient en phase terminale, plusieurs. Et à la fois, je me suis dit, c'est horrible, 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 ça dure trop longtemps ces cancers, mais c'est pas possible, je supporterai jamais. Faut mourir tout de suite. Enfin, tout ce que se racontent les bien portants. Les bien portants se racontent toujours. Oh, moi, si ça m'arrivait, hein. Et en fait, j'ai vu que c'était pas comme ça, quoi. J'ai vu que les gens, ils avaient envie de vivre. Il y en avait un, il m'a particulièrement marqué. Il était en phase terminale, il avait des pompes à morphine, il en avait 2. Et il était avec des métastases osseuses partout. Et il marchait tous les jours 2 heures à 3 heures dans la montagne. Il perdait ses pompes à morphine. Il les débranchait parce qu'il faisait trop d'efforts. Les infirmières le soir disaient, oh, quand même, vous exagérez un petit peu, hein. Mais jamais ils lui ont dit d'arrêter de faire ça. Et lui, il disait, tant qu'on marche, on va vivre. J'ai appris quelque chose là-haut, de cette vie envers et contre tout. Et c'était une très grande leçon. J'ai dit à Solange, tu vois, eh ben on va vivre, quoi. C'est la vie, hein. On se balade, c'est la vie, quoi. Profiter de chaque instant et découvrir une intensité de la vie avec les autres,
qui m'a beaucoup nourrie. Et de ce point de vue-là, je n'ai jamais regretté d'avoir fait le choix au départ de me soigner, quoi. Enfin, d'avoir fait le choix difficile parce que je ne voulais pas le faire. La nuit a été calme, mais tôt ce matin, les douleurs l'ont repris. Envers et contre tout, nous prenons notre petit déjeuner ensemble. Un moment privilégié où l'on peut tous raconter. Ça te fait réfléchir, hein, parce que tu te dis, à une minute, la vie est intolérable, tu serais prêt à tout pour progrès supprime. Et au tenter, tu te dis, non, je vais alors vivre mon corps. Non mais c'est vrai, j'ai toujours la vie, ça tient à la fille. C'est un adage qui... La vie tient à la fille, moi j'ai dit ça, complètement. J'ai vachement aimé. Ah, mais j'ai pris. Oh, j'ai surdosé. Je me suis pris 4 doliprane, 4 grammes, 2 grammes. C'est quoi, c'est le Doliprane? J'étais en train de le ranger. J'avais pas oublié de prendre mes trucs. J'étais en train de les ranger. J'avais mis un deuxième doliprane là. J'ai cru qu'il était tombé. J'ai cru que je l'avais pas pris. Je l'ai avalé. Cet après-midi, pendant que Michel se repose et reçoit des amis, je me rends à l'hôpital, porteur d'une lettre, pour rencontrer son hématologue, le docteur Barakou. Ne pas vivre en malade. Voilà, c'est ça un petit peu son discours, je crois. Hein. C'est difficile pour un médecin d'entendre ça. C'est difficile d'être tout à fait d'accord avec ça. On se bat initialement pour dire qu'il faut absolument que quelqu'un se traite. On n'a pas forcément non plus les arguments pour convaincre, puisque ces arguments aussi sont très très bons. Jusqu'à présent, tous les traitements qui lui ont été proposés ont provoqué quand même des effets indésirables importants, des toxicités importantes. Elles se voient diminuer sur le plan physique, sur le plan mental, etc. Alors que justement, ce qu'elle veut, c'est ou vivre bien et avec toutes ses capacités, ou ne pas vivre. Donc, c'est ça son choix. Son choix, Michel l'assume totalement. À l'annonce du SAD terminal, elle a pris sa décision en moins de 24 heures sans rencontrer une fois encore la professeure Michalet, chef du service hématologie de l'hôpital. Il y a longtemps qu'elle a décidé. Elle n'a pas voulu. J'ai eu la dernière discussion avec elle, qui était une discussion probablement très importante, de là où elle commence à aller pas bien du tout. C'est une discussion qui pouvait être très importante et où une influence pouvait peut-être un peu la faire basculer. Je ne sais pas, c'est pas vrai peut-être du tout. Et je crois que cette influence, elle la voulait pas. Elle la voulait pas parce qu'elle a une force suffisante. Je pense que ça l'aurait pas fait vaciller. C'est un vrai choix où elle ne s'est pas donné la totalité d'un traitement. Et c'est pour ça qu'on peut avoir une arrière-pensée et que ma dernière discussion avec elle, j'aurais forcé le fait qu'elle se fasse soigner. Le même soir, autour d'un repas libanais apporté par Madeleine, j'interroge son amie et voisine Samia, que Michel a désignée comme personne de confiance. Elle avait des effets secondaires qui étaient graves. Elle perdait des facultés intellectuelles. Elle avait des malaises et elle ne pouvait plus écrire. Elle avait des troubles de la compréhension, de la conception, de la pensée. Voilà, c'était effrayant pour elle. C'était tellement handicapant que, du compte, elle a décidé d'arrêter et qu'elle allait bien mieux en arrêtant les traitements. Mais en sachant qu'à partir du moment où elle arrêtait, ça allait repartir dans un délai imprévisible. Mais... Les premiers jours, le tournage du film Ensemble a un effet magique sur l'état de Michel. Elle redort, a moins mal et remange avec appétit mes petits plats. Elle veut raconter comment, pendant toutes ces années, elle a fait face à la maladie et pourquoi elle a choisi d'arrêter les traitements. Quand je suis tombée malade, et au moment où j'ai commencé tous les protocoles juste avant, j'étais en train de dicter à Johan, mon étudiant en thèse, un appel d'offres, enfin la réponse à un appel d'offres.
sur le travail du malade dans les soins à domicile. Et donc je suis passée directement du travail de chercheur à l'observation participante et à mon propre travail de malade. J'étais fortement motivée pour savoir ce qui allait m'arriver, pour savoir ce que je devais faire. Et donc j'ai fait tout ce travail de documentation qui m'a menée vraiment, qui m'a tenue, quoi. Quand je ne pouvais plus rien faire, je travaillais des fois jusqu'à minuit pour ça. Et puis ça redéfinit la sociabilité aussi, parce qu'il y a des gens qui brutalement, tu découvres qu'il y a des gens, ils ne te parlent plus. Moi j'ai eu des collègues avec qui je travaillais au jour le jour, que j'avais même beaucoup aidé. Et d'un jour à l'autre, quand je suis tombée malade, ils ne m'ont plus jamais envoyé un mail, un coup de fil, jamais rien. Et puis au contraire, il y a des liens qui s'approfondissent. Quand je suis arrivée dans l'hôpital de jour, dans les premières fois, je cherchais toujours à parler à des gens parce que je voulais voir des gens qui étaient comme moi, je voulais qu'on me dise quelque chose. Et de ce couple qui avait un myélome, et la femme m'avait dit, vous savez ici, vous verrez, ça devient une seconde famille. Je l'ai regardé avec horreur, je me suis dit non, jamais ça deviendra une seconde famille pour moi ici, jamais l'hôpital deviendra une seconde famille. Et en fait, comme tu as pu le voir hier, c'est un peu effectivement une seconde famille, je fais des bises à l'une, à l'autre, j'ai mes interlocuteurs. Pour partager son expérience, Michel a créé avec d'autres patients l'Association française des malades du myélome. Un combat quotidien auprès des chercheurs et des laboratoires pour prendre en compte la qualité de vie des patients dans les protocoles et les essais cliniques. Les fondateurs, on était tous des malades ou des enfants de malades en fait. C'est vrai que c'est progressivement qu'ont émergé des débats. C'est pas 3 mois de vie qui sont bien en soi, je m'en fous complètement, je veux savoir quelle vie, en gros, et que je pense qu'on devrait avoir des éléments pour en décider. Et qu'actuellement, dans la manière de traiter les choses, on n'a pas les éléments pour en décider, parce que ce qui importe aux médecins, ce qui importe aux firmes, c'est d'avoir des mois de rab, parce que ça fait dans les statistiques. Mais oui, mais quel mois de rab? Et d'ailleurs, on a fait un prix du myélome, et dans ce prix du myélome, on l'a orienté vers toute recherche qui s'intéresse à la qualité de vie. Il est en train de me filmer, alors tu vois, on était en pleine séance Moi, j'aurais pas répondu en plus, parce que... Mais comme j'attends, j'ai beaucoup de la mise en place d'un suivi de soins palliatifs à domicile est un peu laborieuse et un peu compliquée. Oh, je peux pas le développer là, parce que ça fait 4 jours que ça dure. Donc, Avec Michel et sa généraliste, nous tentons de résoudre les problèmes administratifs qui retardent la mise en place des soins palliatifs à domicile promis par l'hôpital. Anne, la fille de Michel, débarque de Paris pour passer le week-end auprès d'elle. Regarde ce qu'il y a dans mon sac, ça c'est génial. Ah ouais, ça me fait un bien fou. Voilà. C'est... Tu l'as lu là tous ces derniers temps, ça donne vraiment du sens. Mais elle m'en a parlé de ce bouquin. Ça me donnait envie de l'acheter à tout le monde, tu sais. Bah, je le lirais bien, moi. Ah ouais, écoute, ouais, je vais te l'acheter. Ouais. Pendant ces moments-là, moi, c'est vrai que c'est... Ce matin, dans l'attente des amis qui veulent passer la voir, Michel a décidé de se faire belle. Bonjour ma fille. Bonjour. Oui, je te connais. Oui, on s'est déjà vu une fois. Au salon, J'aime bien les gens qui se débrouillent. à 40 ans, c'est un tournant un peu de ma vie. Et, c'est un tournant que j'ai du mal à un peu apprendre aussi. Ah ouais? Ouais.
oui. Je pas... Ça fait un petit coup de Oh, dis donc, ça fait un coup. Attends, voilà. J'ai l'air moins malade. Bien. Merci. Je vous en prie. C'est avec plaisir. Avec Anne, nous sortons faire les courses au marché du Rhône. Je l'interroge sur la situation et ces années qu'elle a traversées difficilement. Je suis la seule fille de ma mère, elle était toute seule, enfin, elle n'avait pas de compagnon. Et de manière inconsciente, on pourrait dire, moi je considère que j'ai porté son angoisse avec autant qu'elle, ou peut-être à sa place, parfois, peut-être, je sais pas. Moi j'ai peu vécu avec ma mère, et elle m'a pas élevée dans l'esprit de sacrifice, elle s'est pas sacrifiée pour moi. Et il y avait quelque chose, mais on en a parlé assez vite. Je lui ai dit, mais tu m'as pas élevée dans l'idée qu'on devait se sacrifier pour ses enfants. Et donc moi, je suis pas dans l'idée qu'on doit se sacrifier pour ses parents. Donc ça a été clair très vite. Je lui ai dit très vite, je ne me sacrifierai pas pour toi, je ne viendrai pas te soigner tous les jours. Mais il n'empêche que moi, chaque jour, je vivais avec ça, quand même, en me disant... avec la culpabilité de ne pas être là, et qu'elle me disait je ne le fais pas porter, mais de manière inconsciente, elle me rappelait toujours qu'elle allait mourir, que c'était difficile, que c'était... je sais pas, cette dernière année, à chaque fois que je lui parlais, elle me rappelait bien que dans chaque phrase qu'elle allait mourir. Je disais mais moi aussi. Moi, ma question, c'était comment on peut être libre vis-à-vis de quelqu'un quand on croit toujours qu'il va mourir et souffrir. Pour moi, la problématique que j'ai eue pendant toutes ces années, c'est ça, c'est de me dire, on peut pas, enfin moi, j'arrivais pas à trouver ma liberté là-dedans. Ma petite jungle m'a aidé à traverser toutes ces années. Je sais pas, il y a peut-être des bêtes la nuit que l'on entend, c'est parce que c'est une grosse bête sans doute. Peut-être des lions. Une nuit j'ai rêvé que j'avais un lion qui sautait d'ici à ici. Peut-être des lions. Les lions échappés du parc de la Tête d'Or qui ont envie de se promener, même pas. Tôt le matin, je filme les sculptures et peintures de Michel réveillées par le soleil. De petits projets créatifs qui lui ont permis de tenir le coup tout au long de sa maladie. Je décide d'aller voir Damien, son professeur de modelage. J'avais remarqué qu'il était quelqu'un qui pouvait passer plusieurs semaines dans avec un petit objet. Il était perfectionniste. Imagine que dans d'autres domaines de sa vie, il était perfectionniste. Mais il voulait toujours chercher l'équilibre, plutôt que la beauté. Ça ne l'intéresse pas trop le côté beauté. Il cherchait plutôt un effet de texture, un effet de forme, que ça pouvait dire quelque chose de plus qu'un objet décoratif. À mon retour, l'ami Max est tout droit arrivé des Cévennes. Qu'est-ce qu'il avait, ce lave-vaisselle, Max? Je sais pas, il n'a jamais été nettoyé. Tu viennes pour... hein? Moi, je fais le nettoyage, c'est tout ce que je fais. Je répare même pas. Je fais le nettoyage. Il fallait que tu attendes Max pour réparer le lave-vaisselle. Ah oui, monsieur Hadi étant sûrement au Maroc. Ça se met devant, les petits poignets là? Oui. Voilà. Un lave-vaisselle tout neuf qui va marcher. Alors attends, parce que ça... Non, ça marche pas. Ah, pourquoi ça va pas là-bas, ça? Pourquoi ça rentre pas? Je te jure, parce que le malade est vieille. Non, c'est une question de montage. Demain, mardi.
Mardi. Ah bah si, mardi. Si, Marie-Françoise elle reste. Ah non, c'est 13h50. Oui. Max, c'est 13h50 son arrivée. Oh, c'est le planning. Qu'est-ce que c'est? Et alors, c'est quoi ce planning là? C'est le planning des bonnes âmes qui me permettent de rester à domicile. Ouais. C'est des petits relais, nuit de jour, pour que je ne sois pas toute seule. Ouais. C'est formidable. Après, il faut le tenir, le planning, c'est compliqué. Dimanche prochain, le 12 juin, a lieu l'anniversaire de notre mère, 88 ans et très fatiguée. Vu la situation, nous décidons que j'irai la voir seule dans les Vosges et que nous organiserons une petite vidéoconférence avec Michel resté à Lyon. Gilou, Anne et Célia, sa demi-sœur, prennent mon relais auprès de Michel. J'aurais voulu que tu sois là, quoi. Ah mais regarde, je suis là. Ouais. C'est une demi-présence. Bah, c'était bien. Maman. Hein? T'as bonne mine? Oh, tu trouves? Non, pas trop. Si. Pas encore, hein, je... Si. Et tu vas encore à l'hôpital faire des examens? Des examens, oui, j'en ai fait la semaine dernière. Et alors, comment c'est? Ouais. Hein? Comment c'est? Bah, comment c'est, c'est pas bien. Oui. Vous venez dire bonjour à mamie sur le... Alors, le... je croyais que tu voyais Anne chez moi, mais non. Non, Anne, elle est chez moi. Bah, tu sais plus où on est, hein, c'est les mondes virtuels. Bonjour, j'ai dit bonjour tout à l'heure. Bonjour, alors, ça va bien? Le Minette, là. Ah. Elle sent bien comme ça. Hein? C'est bien, oui. Quand elle est venue, là, donc, elle a été 8 jours, là, presque 8 jours, mais moi, je ne sais pas debout, hein. Parce que je sortais, j'avais eu ma pneumopathie, là, c'était au mois d'avril. Elle revient, elle avait des paquets de semences. Je vais semer là, je vais semer t'auras des fleurs. T'auras la vue de mes fleurs depuis ta salle à manger et tu penseras à moi. Voilà ce qu'elle m'a dit. Et tu penseras à moi. Lundi, je suis de retour à Lyon. Michel a passé une mauvaise nuit. L'équipe des soins palliatifs à domicile est enfin habilitée à intervenir. Une infirmière, un psychologue et le docteur Verborg, qui dirige l'équipe, s'entretiennent en privé avec Michel, puis avec moi et Samia. Toutes les questions de cette fin de vie sont abordées en toute franchise. Oui, donc on va essayer peut-être de calmer, puis voir ce qui se passe après. Vous n'avez pas assez dormi? Du tout? Non. Jusqu'à 5 heures, j'ai pas dormi. À cause de ces... Oui. On va l'appeler. J'étais mal dans mon lit, j'étais mal partout, je me levais, je marche de travers. Impossible. Les hallucinations, ça stop? Ça va. Il y a simplement après une histoire de paperasserie, par exemple l'ordonnance, j'ai demandé au docteur Dubar, pareil. Moi, j'ai à gérer cet entre-deux, entre la fin d'une maîtrise qui l'a fait énormément souffrir
et le décès qui va arriver d'ici quelques temps. Moi, je suis là pour adapter les traitements, pour lui offrir le maximum de moyens humains, psychologiques, sociaux, médicaux, infirmiers, matériels, pour qu'elle vive ce moment-là le plus possible. La durée, par contre, est évidemment quelque chose qui lui fait peur. Je lui ai expliqué qu'à partir du moment où elle serait inconsciente, vu sa maladie et vu les médicaments que l'on mettrait pour qu'elle n'ait pas mal, vu qu'on arrêterait de la nourrir, vu qu'on arrêterait de l'hydrater, le décès était une question de 1 à 3 jours. Et ça l'a manifestement beaucoup soulagée de savoir qu'on ne la prolongerait pas pendant 6 mois, comateuse, avec des tuyaux de partout. Le deal est clair, je ne vous prolonge pas, mais je ne fais pas la piqûre qui vous tue en 5 minutes. En fin d'après-midi, Michel a retrouvé suffisamment la forme pour recevoir son grand ami Cosnier, qui a été son maître de thèse à l'université. Mais c'est formidable ce que j'avais fait là, des tableaux, tu vois, des trucs, y compris les photos de Betson et compagnie. C'est vraiment des documents. Sans ça, ça m'ennuie de jeter ça, c'est dommage. Oui, ça intéresserait. Tu verras. Tu les regarderas une fois, tu peux pas les jeter. La deuxième fois, tu peux pas les jeter. Et la troisième, tu dis, poubelle, j'ai jeté avec allégresse. En fait, ils ont décidé que l'humanité ne pensait qu'à ça, c'est parce que tous ceux qui sont psychanalystes, eux, ne pensent qu'à ça. Et ils pensent que les autres ne pensent qu'à ça. Ça, c'est des psychanalystes d'un certain âge. Ah, c'est la libido qui... Parce qu'avant, on ne pense pas, on agit. Oh, c'est cool. Oh là là, tu finiras en cabane. En cabanon. Impossible de dormir ce soir. Alors nous bavardons. Nous revenons sur la réunion d'aujourd'hui avec le réseau mobile de soins palliatifs qui a beaucoup rassuré Michel. Elle me demande de prendre la caméra pour donner son sentiment. Un désespoir de... Moi, je l'aurais fait, hein. Là, vraiment, je l'aurais fait. Si ça n'avait pas marché, le réseau, si ça n'avait pas... J'étais torturée, quoi. Par la peur de voir mal. Donc, il peut y avoir une forme de désespoir chez les patients, c'est-à-dire... de continuer des soins, parce qu'on se dit au moins à l'hôpital, on sera suivi, on ne sera pas tout seul. Même si on n'en a pas envie, parce qu'ils ne voient pas d'autre solution. Même avant d'arriver à ce stade, j'ai toujours été profondément irritée par le débat sur l'euthanasie, qui me paraît idéologique. Faut faire l'euthanasie, c'est moderne, quoi. En gros, la gauche sera pour, quelques zones droites qui vont partir pour progressistes vont être pour, ils vont finir par passer, je pense. Et moi, qui étais une grande militante de l'avortement, et que je ne regrette pas de l'avoir été, je le referais si j'avais à le faire, comme dit l'autre. Mais je ne suis pas pour cette euthanasie médicalisée et bureaucratisée. Voilà. Si on franchit cette porte, c'est fini. Ceux qui parlent d'euthanasie aujourd'hui, c'est ceux qui l'envisagent pour leurs proches, pour eux. Et j'entends des gens partout qui disent « Oh là là, ma grand-mère, elle a assez vécu, ça suffit. » Et qui peut décider que la grand-mère a assez vécu? Qui? À part la grand-mère. Il faudrait rendre la chose très concrète pour que les gens réfléchissent un peu. Parce qu'on dit c'est bien l'euthanasie. Qui la fera? Où sera notées les choses? Par qui ça passera? Par quelle bureaucratie? Voilà les vraies questions. Est-ce qu'on va faire ça par un fonctionnaire? Je pense que c'est ouvrir une boîte de Pandore qu'on ne doit pas ouvrir. Voilà, c'est ce que je pense. Mais je pense aussi que les soins palliatifs ne sont pas assez nombreux. Pour le suivi des soins palliatifs à domicile, Michel reçoit quotidiennement sa médecin généraliste le matin et son infirmière le soir. On travaille en équipe depuis quelques jours, depuis l'insuffisance rénale terminale de Madame Grosjean, avec le médecin des soins palliatifs, les infirmières et moi-même, le médecin traitant qui la suit depuis tout le temps, enfin depuis une partie de sa vie, on va dire, et surtout depuis l'annonce de ce diagnostic. Ça va faire 10 ans maintenant.
L'objectif étant évidemment ni souffrance, aussi bien physique que morale. Donc les protocoles changent au fur et à mesure de la clinique. La clinique, c'est le retour des infirmières, c'est mon propre retour, et c'est aussi le retour de la famille, comment il perçoit soit sa sœur, soit ses amis, soit qui la connaissent bien, pour nous donner des informations qu'on ne peut même pas percevoir éventuellement. Moi, tu sais, je suis suisse, j'arrive d'une province espagnole, on cultive simplement l'huile d'olive, pas les fleurs. T'as vu si c'est beau, les fleurs de montagne? C'est très joli. Ils ont mis peu de jonquilles et un petit peu de miasme, par contre, j'ai remarqué. Il faut toujours que je me fie les cadeaux. Voilà. Ouais, un petit coton. Le premier qui touche, ouais, c'est non, plus joli. c'est plus joli. C'est plus joli, ouais. Voilà. Si, ça tient. Ouais. Je crois qu'on fait partie de la nature. Moi, je crois qu'on fait partie de la nature, qu'on est un moment de la nature, un moment, un espace. Et que voilà, quand on meurt, eh bien, la vie continue. Moi, ça me réjouit, ça me rend pas triste. Je me dis, la vie continue après moi. C'est la circulation, voilà. Pour moi, c'est ça. C'est la circulation des choses, des êtres, des choses, des pensées. C'est ça la force de l'esprit. Ce week-end, Max et Anne sont de retour. Malgré sa grande faiblesse, Michel, qui n'est pas sorti depuis plus de 3 semaines, tient absolument à nous accompagner au marché. Elle a 7 francs les 2 kilos. Donc tu peux mettre ton bras autour du cou, comme ça on dirait qu'on est des amants. Ah oui. Ce serait beau. Ça serait beau. Mais là, on fait les nouveaux amants. On fait plutôt vieux coup. Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. Très joli tout ça. C'est joli, les blanches. Oui, bonjour madame. C'est ma fille, ça. Ah, enchanté. Ça. Cette chose. Elle a le même sourire, vous, c'est plaisir. Elle a le même sourire, c'est vous, c'est Oui. bien. Non, mais c'est bon. J'adore, ça c'est toutes les couleurs. J'aime pas l'arrière. C'est un peu plaquant. Comme ça, oui, j'ai bien compris. Ouais, mais c'est... Les vandalions. Et alors, tu as vu la liste? C'est incroyable. Vanille Bourbon. Oh là, ça c'est bien inoubliable. Oh là, le Bourbon vanille, ça doit être bien. Vanille Tahiti? Non, Bourbon vanille. Quelle aberration. C'est celui-là qui est là de l'autre côté de chez toi? Non, c'était un autre. Oui, c'est des babacools. Les babacools, Ah, merci. Je reste ce soir. Je reste. Comme des chèvres, ils ont fait une frange de chèvres, ils sont encore faire un aller-retour. Tu penseras à moi. Mais si tu fais moi, c'est pas assez. Tu me proposes d'y aller. Mais chez nous, je comprends, elle a besoin de plusieurs personnes qui payent les voyages. J'ai des longues lettres, faire un bisou, madame. sur le nucléaire, sur le gaz de schiste et tout ça. Allez, mais ils ont pris des... Tiens le coup. À bientôt. Tiens le Je coup. repasse ce soir au parti. C'est plus qu'une vieille Ouais. Et là, toute la semaine, t'es débordé par Quand il tes te amis. raconte comment ça se passe Ah oui, mais ça me fait plaisir. Tokyo, Oui, mais je sais. tout est normal. Oui. Avant qu'elle ne parte, je demande à Gilou son point de vue d'ami sur le choix de Michel. Et puis moi, je suis tellement persuadée que c'est la personne elle-même qui prend ses décisions que je me sens absolument aucune légitimité, même si j'ai pas envie de perdre cette personne, pour intervenir. C'est-à-dire que j'ai toujours senti dans une espèce d'intégrité dans sa propre décision. Il y a des moments où il y avait une fragilité sur soigner. Moi, je dis toujours, tu crois pas que tu devrais essayer? C'est-à-dire que
je faisais une ouverture parce que profondément j'ai envie qu'elle se soigne, même si elle peut être encore 3 mois dans un lit. Réellement, c'est ça que j'ai envie. Mais en même temps, je dis c'est complètement égoïste. Et sa décision, c'est celle-ci. On doit la respecter. Et puis il n'y a pas de commentaire à faire. Je te montrais, c'est les échelles de la douleur d'aujourd'hui. Alors, on dit aux patients, c'est quoi votre douleur? Mettez-la. Alors moi, ce matin, je la mets là. Et hier, c'était comment? Hier, c'était là. Je passais une nuit à prendre des bains froids, des bains chauds. Ouais. J'ai tout essayé, rien n'a marché. J'étais folle. Puis aujourd'hui, grâce à un médicament que j'avais, mais que j'avais pas pris, ça va mieux. Donc voilà ce que donne l'association. C'est vraiment bien fait, hein. Leurs documents sont remarquables. Ouais. Ouais. Tous les antalgiques, avec les antidotes, ceux qui font, c'est qu'on peut passer en sous-cutané, je trouve que c'est très bien. Il y a les incompatibilités. Je suis rassurée, oui. Je ne sais pas ce que ça donnera à l'usage, mais pour l'instant, ça me rassure. C'est bien, puis j'ai à peu près mis à jour tous les trucs qu'il fallait appeler. Tout le monde a les numéros, c'est bien. Et ce petit dossier, j'ai l'impression que les choses sont en ordre, ça va bien. Je n'ai pas payé mon docteur en attendant. On a un système de santé en France extraordinaire. On ne paie pas les médecins, on ne paie rien. Ça va peut-être pas durer. Oh, ça va pas durer, non. 15 juin. Ce soir, la télévision annonce une éclipse de lune. Michel me rejoint à la fenêtre alors que je tente de filmer la lune en gros plan. Ah voilà, on la voit bien là. Ouais, parce qu'il y avait un halo un peu tout à l'heure. Ouais. Mais là, elle est magnifique. Ah, c'est génial. La lune qui rit, la lune qui pleure. C'est vraiment comme dans les cartes des tarots. T'as vu, il y a des oiseaux qui passent. Il y a des... Attends, tu pousses le pied là. Ah bon? Ah merde. Ouais. Oh là, je suis désolée. Tu viens avec moi dehors? Tu viens avec moi dehors? Tu vas aller dehors. Non, mais il faut se coucher, Michel. Je sais pas, c'est vrai, tu as envie d'entendre le craquement. Je l'ai entendu au téléphone essoufflé vendredi. Bon, ben voilà, j'avais envie d'être là lundi. Je pouvais pas ne pas venir. C'est lui rendre ce qu'elle a donné, mais c'est aussi le plaisir d'être avec elle. On était dans l'action avec plein d'autres. Hein. C'était à l'époque, on était vraiment dans les mouvements sociaux. Les Amis de la Terre avaient lancé une association qui s'appelait Bien-être, parce qu'on ne voulait plus aller dans les cliniques nantaises où les gynécos, les obstétriciens anesthésiaient systématiquement ou faisaient systématiquement des césariennes parce qu'il était 11h le samedi soir et que tout de même on n'allait pas passer son week-end à coucher des femmes. Et dans le même temps, Michel a quitté l'enseignement pour devenir sage-femme. Donc là, on était en parallèle sur quelque chose qui était du même ordre, qui était prendre en main ce qu'on avait de plus privé finalement et de plus cher. Ça, c'est vraiment ce qui était en germe, je crois, oui, dans le mouvement des femmes. Parce que quand même, on avait un livre qui s'appelait Notre corps nous-mêmes à l'époque, hein, qui était un gros bouquin qui avait sorti les féministes américaines. Et notre corps nous-mêmes, ben voilà, Michel, elle est dans notre corps nous-mêmes. Je vais le faire. Oui, je suis pas bien aujourd'hui, ouais, j'ai pas mal de problèmes. J'ai des douleurs osseuses aussi et tout ça. Je suis avec... Alexandra a téléphoné au docteur Verborg, il a dit que ça serait bien qu'on passe.
Aujourd'hui, il semble que qu'elle ne va pas bien, qu'elle est fatiguée, que ça ne va pas. Mais on va trouver des petites solutions pour calmer ici, pour calmer là, pour calmer là. Vous avez vu comme nous procédons. Et puis demain, ça va recommencer. Et c'est vrai qu'elle va peut-être s'épuiser, elle, avant nous. Et c'est là où ce sera difficile de dire qu'est-ce que de l'acharnement thérapeutique, parce qu'elle va nous dire, bon, assez, stop, assez. Comme annoncé par les médecins, l'insuffisance rénale plonge subitement Michel dans des hallucinations horribles et des sommeils profonds. Mais ce matin, elle trouve quand même la force de se lever pour notre petit déjeuner. J'aille appeler le docteur Zubarel. À midi, elle reçoit la visite de son ami Michel Lacoste. Ensemble, elles ont écrit plusieurs ouvrages et animé de nombreux stages. Mais comme dans un brouillard, la communication semble s'évanouir. Michel, tu veux sentir les fleurs? Tu sens? Tu sens quelque chose? Désormais, nous veillons Michel jour et nuit. Pour la soulager de ses douleurs, les médecins ont prescrit de la morphine à petite dose. La nuit, c'est à moi que revient de faire les piqûres à ma sœur. Qu'est-ce que tu as à leur dire aux médecins? Qu'est-ce que tu veux exactement? Mourir. Shit. Ah. Putain, machin. J'avais une quête, genre, Hier soir, nous avons vécu quand même une séance très difficile. Et Michel s'est réveillée en nous disant que chaque fois qu'elle ouvrait les yeux, elle voyait des choses terrifiantes, des gens qui la poursuivaient, qu'elle était dans des pièces, enfin, qu'elle arrivait tout juste dire, on sentait que même les mots ne venaient pas. Et ça s'est terminé. Très sincèrement, j'en suis encore glacée en nous demandant, en disant je veux mourir, je n'en peux plus, je veux mourir. Et là, on est sidérés. Je crois qu'on est tous sidérés, tous les trois, moi pareil. Encore il y a quelques jours, on me disait mais la mort, moi, me fait pas peur, je n'ai pas peur, etc. Et je pense que là, elle la voit en face, malheureusement. Et de faire le grand saut, c'est une angoisse terrible. C'est ce qu'elle nous disait, c'est ce qu'elle nous faisait ressentir. Et il ne faut plus maintenant qu'elle se réveille pour avoir ces cauchemars. Parce que là, je crois qu'elle nous a dit, je ne veux plus rien voir. Je crois que c'est ça qu'elle nous a dit hier soir. Je veux mourir, mais en fait, je ne veux pas le voir. Comment vous la trouvez là? Donc là, elle s'aggrave de plus en plus. On en avait discuté au deuxième ou au troisième entretien.
avec elle pour la tranquilliser sur le fait qu'il n'y aurait pas de symptômes dramatiques à la fin. Et je lui avais expliqué la manière dont elle allait mourir, c'est-à-dire qu'elle serait de plus en plus fatiguée, qu'elle ne quitterait plus l'appartement, puis elle ne quitterait plus sa chambre, puis elle ne quitterait plus son fauteuil, puis elle ne quitterait plus son lit, puis elle dormirait 12 heures, 18 heures, 20 heures, 23 heures sur 24, et puis petit à petit, elle allait s'enfoncer dans un sommeil de plus en plus profond. Donc là, depuis 24-48 heures, c'est ce à quoi on assiste. Donc on n'aura pas de symptômes dramatiques, il n'y aura pas de douleur, il n'y aura pas de grosses douleurs physiques. Allô? François, salut, est-ce que tu m'entends? Bah oui, je t'entends, ouais. Comment ça va? Bah écoute, bon, Michel est dans un sommeil profond, de plus en plus profond. Les ordres là du médecin des soins palliatifs, c'est le minimum de contact, le minimum de bruit dans l'appartement, de façon à ne pas, tu vois, la réveiller, la solliciter, etc. quoi. Contraire des semaines précédentes où il fallait créer la vie. Voilà. Attends, je te laisse François parce qu'il y a le docteur Duvareil qui m'appelle. Écoute, on se tient au courant et en passant à Lyon, je pense très fort à vous. Voilà. Merci François, bonne journée. Ciao. Allô? Oui, c'est Madame Duvareil, je suis en bas, Ah, vous à êtes... la porte d'entrée. D'accord. Eh bien écoutez, je vous ouvre tout de suite alors. Elle est calme. Je m'assure qu'elle soit calme, justement, qu'elle dorme profondément, qu'elle ne soit pas douloureuse. Donc je fais quelques mobilisations douces. Je l'ai fait tout à l'heure. Ne serait-ce que prendre sa main et la déplacer. Elle n'a pas de réaction et elle respire régulièrement. Donc elle est dans un sommeil profond. Voilà. On s'assure qu'elle est bien installée, bien sûr. Et je crois qu'elle est dans sa position comme elle aimait bien dormir, parce que je l'ai retrouvée comme ça parfois. Donc je suis rassurée autant qu'on peut l'être dans des conditions pareilles. Non, mais sinon elle était calme, elle a ouvert un petit peu les yeux à un moment que je lui ai fait sa piqûre de morphine là. Mais à peine, et puis bon, de toute façon elle est plongée dans un profond. Je crois qu'on va être coupé, donc je ne vais pas rappeler. Voilà. M. Grosjean, je crois que vous m'entendez, c'est déjà ça. Donc écoutez, je vais laisser mon portable ouvert, ça ne passe pas toujours là chez moi. Donc je rappellerai demain matin et si vous avez besoin de m'appeler dans la nuit. Merci, allez, à bientôt et bonne soirée à tous. Eh bien, merci beaucoup d'avoir appelé. Bonsoir, docteur. 23 juin. Mon frère Bernard est arrivé de Paris dans la soirée. Ensemble, nous veillons Michel. Pour tromper l'angoisse, il travaille aux corrections de son dernier livre. C'est une façon d'être avec, parce que maintenant, puisqu'il n'y a plus possibilité de parler, plus possibilité d'ajouter des mots en parole, on les met par écrit. Et donc, voilà, c'est une manière, oui, c'est une manière de combler le vide et de combler un peu, enfin de faire face un peu à l'angoisse. Je le fais ici parce que ça me semble correspondre au cadre dans lequel vivait Michel. En fait, la possibilité de travailler comme ça à côté d'elle, c'est le fait de prolonger ce qu'elle faisait.
Selon ses dernières volontés, nous avons organisé les obsèques de Michel dans les Vosges, dans le petit village du Haut-du-Taux, berceau de la famille. Pour préparer la cérémonie, j'ai relu son dernier mail. Je n'ai pas peur de la mort. Depuis l'enfance, je vis au cimetière entre ma petite sœur, dont j'ai cherché désespérément la tombe avec mon petit vélo, et les frères de papa, dont on m'avait donné un des prénoms. Pourvu que je sois là, avec eux, sous cette pierre grise des Vosges avec les montagnes. C'est dur de mourir au printemps, comme disait Jacques Brel, mais je suis en paix, car je crois aux forces de l'esprit et aux forces de la nature que je vais rejoindre. Essayez de faire une cérémonie qui ait du sens, belle et joyeuse. Je vous embrasse avec toute mon affection et ma tendresse. Michel. Si tu te sens légère, quitte le temps. File, ne pleure pas en arrière, vole au vent. Pas sans regret, sans valise et sans sanglots. File, aspire à la dérive de nouveau. Moi j'irai danser, danser pour te garder encore sous le ciel, dans le soir. Fille, ne pleure pas en arrière, vole au vent, vole au vent, vole au vent.